L'histoire du Royaume-Uni ne se résume pas à des rois, des reines et des châteaux imposants. C'est aussi l'histoire d'un peuple qui a enduré guerre, invasion, famine, révolution et changements apparemment insurmontables. Peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti ce poids dans votre vie, lutter contre des forces supérieures, perdre ce qui semblait sûr et devoir tout recommencer. Le Royaume-Uni nous enseigne que même au cœur des ténèbres, lorsqu'il semblait condamné par la peste, la défaite ou la crise, il a toujours trouvé le moyen de se relever, de se réinventer et d'écrire un nouveau chapitre. C'est la réponse que son histoire nous offre. La force ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à la capacité à se relever. Car en lisant cette histoire, nous comprenons que quelle que soit l'ampleur de la tempête, il y a toujours une issue. Et vous aussi, vous pouvez la trouver. Avant de commencer cette histoire passionnante, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez-moi un commentaire ci-dessous. Écrivez par exemple « J'adore apprendre l'histoire des pays ». Avec ce simple geste, non seulement vous soutiendrez cette chaîne, mais vous aiderez également beaucoup plus de personnes à découvrir cette vidéo, à en apprendre davantage et à profiter de l'histoire avec nous. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement, laissez votre commentaire et voyageons ensemble dans le temps. 1. Les premiers colons et les racines celtiques. Imaginez un instant le Royaume-Uni, bien avant l'existence des châteaux, des rois et des parlements. Imaginez des terres couvertes d'épaisses forêts, des montagnes solitaires et des rivières aux eaux cristallines coulant dans des vallées fertiles. C'est là, il y a des milliers d'années, que vivaient les premiers habitants de ces îles, des hommes qui chassaient, pêchaient et cultivaient la terre, laissant des traces encore visibles aujourd'hui. L'un des exemples les plus fascinants est Stonehenge, ce mystérieux cercle de pierres géantes érigé il y a plus de 4000 ans. Personne ne connaît avec certitude sa signification, mais on pense qu'il s'agissait d'un lieu sacré pour des cérémonies religieuses ou d'un observatoire astronomique. Ce qui est certain, c'est que ces bâtisseurs possédaient une connaissance étonnante de la nature et du ciel. Au fil du temps, les Celtes arrivèrent, tribus guerrières et spirituelles qui laissèrent une profonde empreinte sur la culture britannique. Experts en métallurgie, ils créaient des armes et des bijoux en bronze et en fer. Ils vivaient dans des villages fortifiés appelés forts et croyaient en un monde spirituel peuplé de dieux, d'esprits et de forces de la nature. Les druides, prêtres et sages celtes, guidaient les cérémonies et transmettaient le savoir. Les Celtes parlaient des langues qui résonnent encore dans certaines régions du Royaume-Uni, comme le gallois au pays de Galles et le gaélique en Écosse. Leurs symboles, tels que les nœuds entrelacés et les croix celtiques, ont survécu des siècles plus tard et font toujours partie de l'identité culturelle britannique. C'était aussi un peuple de conteurs. Leurs récits épiques évoquaient des héros courageux, des batailles légendaires et des rois mythiques, comme le célèbre roi Arthur, dont la figure s'inspire des anciennes traditions celtiques et qui, au fil du temps, est devenu un mythe universel. Mais ce monde celtique, bien que vibrant et empreint de magie, était loin d'être stable. Les clans étaient divisés, parfois en guerre, ce qui les rendait vulnérables aux nouvelles forces qui allaient bientôt arriver du continent. Ainsi commença l'histoire du Royaume-Uni. Celle de peuples anciens qui maîtrisèrent la nature, bâtirent des monuments énigmatiques et donnèrent naissance à des légendes éternelles. Mais bientôt, ces îles allaient entrer en contact avec l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire, Rome. Et avec cette arrivée, le destin de la Grande-Bretagne allait changer à jamais. 2. L'arrivée des Romains, 43 après J.C. Après des siècles de domination celtique, une nouvelle puissance arriva du continent européen pour transformer les îles britanniques, Rome. Sous le commandement de l'empereur Claude, les Romains lancèrent en 43, après J.C., une expédition militaire qui allait changer à jamais l'histoire de la Bretagne, nom que le pays portait alors. Rome avait déjà tenté de conquérir l'île un siècle plus tôt, sous Jules César, mais ces campagnes restèrent temporaires.
C'est Claude qui décida de faire de la Bretagne une partie intégrante de l'Empire. Il envoya une armée d'environ 40 000 soldats, légionnaires et auxiliaires compris, qui débarquèrent au sud, près de l'actuel Kent. Les Celtes résistèrent courageusement. Parmi les peuples les plus puissants figuraient les Icènes, les Trinovantes et les Brigantes. Cependant, la puissance romaine était écrasante. Leurs légions, entraînées à une discipline de fer, avançaient, construisant forteresses et routes, imposant leur organisation partout où elles allaient. L'un des épisodes les plus mémorables de cette période fut la rébellion menée par Boadicée, reine des Icènes. Son histoire est si dramatique qu'elle reste ancrée dans l'identité britannique aujourd'hui. Après avoir été humiliée par les Romains, son mari tué, ses terres confisquées et ses filles maltraitées, Boadicée leva une armée de dizaines de milliers de guerriers. Ensemble, ils rasèrent des villes comme Colchester, Londinium, futur Londres, et Saint-Alban, provoquant des destructions qui ébranlèrent l'Empire. Pendant un temps, les Romains crurent être chassés, mais finalement, les légions l'emportèrent et la rébellion fut réprimée avec une violence brutale. Au fil du temps, Rome consolida son emprise sur une grande partie du sud et du centre de l'île. Elle bâtit des villes de style romain, avec forums, thermes, temples et amphithéâtres. Londinium devint le centre administratif et commercial, tandis que d'autres villes comme Bath, avec ses thermes, et Chester, forteresse militaire, témoignèrent de l'avancée de la romanisation. Tracées avec précision, les routes romaines reliaient des régions auparavant isolées. Nombre de ces voies marquent encore le tracé des routes modernes en Angleterre. Ils construisirent également des murs défensifs, dont le plus célèbre est le mur d'Adrien, une fortification colossale de près de 120 km construite au nord sous l'empereur Adrien, au IIe siècle âpre. J.C., destiné à marquer la frontière entre la Bretagne romaine et les tribus du nord, qui ne furent jamais totalement soumises. La romanisation a apporté de profonds changements. L'introduction du latin comme langue administrative et culturelle. Nouvelles techniques agricoles et architecturales. L'arrivée du christianisme vers le IVe siècle qui va commencer à se répandre lentement parmi la population. Cependant, cette domination ne fut jamais absolue. Les tribus du Nord, notamment celles de l'actuelle Écosse, continuèrent de résister. De plus, la loyauté envers Rome fut préservée par la force militaire, moins par une intégration culturelle complète. Après près de 4 siècles d'occupation, l'Empire romain commença à s'affaiblir. Les légions furent progressivement retirées pour défendre Rome contre d'autres menaces, et en 410, après J.C., la Bretagne fut abandonnée. L'héritage romain était en ruine, mais ses vestiges, villes, remparts, routes et même mots continuèrent de façonner le destin des îles. Et dans le vide laissé par Rome, de nouvelles forces commencèrent à arriver. Des peuples guerriers venus du nord de l'Europe qui allaient inaugurer une autre transformation décisive dans l'histoire du Royaume-Uni. L'arrivée des Angles, des Saxons et des Jutes. 3. Les invasions anglo-saxonnes et la naissance des royaumes. XXe siècle. Lorsque les Romains abandonnèrent la Bretagne vers 410 après J.C., ils laissèrent derrière eux des villes à moitié vides, des remparts en ruine et un peuple qui avait appris à compter sur l'organisation impériale. Privés de légions pour les défendre, les Bretons furent exposés à de nouvelles menaces. Et ces menaces vinrent d'abord de la mer. Les Pictes du Nord et les Écossais d'Irlande commencèrent à attaquer les communautés vulnérables. Mais le coup le plus décisif vint du continent européen. Les Angles, les Saxons et les Jutes, peuples germaniques qui peuplaient ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas. Ces gens étaient marins et guerriers. Ils voyageaient sur des bateaux en bois et s'installèrent sur les côtes fertiles de l'Est et du sud de la Bretagne. Au début, ils arrivèrent comme mercenaires. Les chefs romano-britanniques les engagèrent pour se défendre contre les Pictes et les Écossais. Cependant, très vite, ces guerriers comprirent que l'île offrait des terres fertiles, des rivières navigables et d'innombrables possibilités. Et ils décidèrent d'y rester.
les vagues d'Angles, de Saxons et de Jutes prirent une telle ampleur qu'en quelques décennies seulement, elles transformèrent le paysage de l'île. Elles repoussèrent de nombreux habitants autochtones vers l'ouest, vers ce qui est aujourd'hui le pays de Galles et les Cornouailles, et fondèrent leur propre royaume. C'est ainsi que naquirent les 7 célèbres royaumes anglo-saxons, collectivement connus sous le nom d'Heptarchie, Northumbria au nord, Mercie au centre, l'East Anglia bien sûr, Essex, les Saxons de l'Est, Sussex, les Saxons du Sud, Wessex, les Saxons de l'Ouest, Kent, Sud-Est. Chacun de ces royaumes avait son propre roi, ses propres lois et coutumes. Ils vivaient dans des villages de bois et de paille, cultivaient du blé, de l'orge et de l'avoine, élevaient du bétail et introduisaient progressivement une nouvelle langue qui deviendrait le vieil anglais. Des mots comme maison, roi et épouse datent directement de cette époque. La religion a également évolué. Les anglo-saxons étaient païens. Ils vénéraient des dieux comme Woden, équivalent d'Odin, Tunor, Thor et Frigg. Les jours de la semaine en anglais reflètent encore ces racines. Mercredi vient de Woden, jeudi de Thor et vendredi de Frigg. Cependant, à la fin du VIe siècle, la christianisation a commencé. En 597, le pape Grégoire le Grand a envoyé saint Augustin de Canterbury convertir les Saxons. Au fil du temps, églises et monastères se sont répandus sur l'île, et le christianisme a progressivement remplacé le paganisme. Les monastères devinrent des centres culturels. On y copiait des manuscrits, on y préservait le latin et on y formait les nouvelles générations. Des personnages comme le moine Bède le Vénérable, au 8e siècle, rédigèrent des chroniques qui nous permettent encore aujourd'hui de comprendre cette époque. Mais la vie n'était pas facile. Les guerres étaient constantes entre les royaumes. La Northumbrie luttait contre la Mercie, le Wessex contre le Sussex, et tous cherchaient à étendre leur territoire. La politique était un jeu d'alliances, de mariages stratégiques et de trahison. Chaque royaume rêvait de dominer les autres et de devenir dominant. Malgré la fragmentation, les anglo-saxons ont laissé un héritage durable. Leur langue, leurs coutumes et leur structure sociale ont marqué la naissance de l'Angleterre. Cependant, l'histoire réservait encore un nouveau défi à ces royaumes. Venus des terres gelées du Nord, naviguant sur de longs bateaux dragons, un ennemi redoutable approchait, les Vikings. 4. Invasion viking et résistance saxonne, 8e-11e siècle. Imaginez un instant les rivages paisibles de l'Angleterre, avec les pêcheurs lançant leurs filets à l'aube, les paysans travaillant la terre et les moines recopiant patiemment des manuscrits dans les monastères. Soudain, à l'horizon, des silhouettes sombres apparaissent. De longs navires étroits, ornés de têtes de dragons sculptées à la proue. C'étaient les Vikings, marins et guerriers venus de Scandinavie, Danemark, Norvège et Suède, qui allaient changer à jamais l'histoire des îles britanniques. Les premières attaques eurent lieu à la fin du 8e siècle. En 793, le monastère de Lindisfarne, sur la côte nord-est, fut brutalement pillé. Les moines furent tués ou réduits en esclavage, les trésors liturgiques volés et le temple profané. Cet événement choqua toute l'Europe chrétienne et marqua le début d'une ère de peur et de violence. Il ne s'agissait pas d'une attaque isolée. Au cours des décennies suivantes, les Vikings revinrent à maintes reprises. Leur drakkar était une merveille technologique pour l'époque, rapide, capable de naviguer aussi bien en haute mer que sur des rivières peu profondes. Grâce à eux, les Vikings pillaient non seulement les côtes, mais remontaient aussi les fleuves et attaquaient les villes de l'intérieur. Des monastères comme Jarrow, Iona et bien d'autres subirent le même sort que Lindisfarne. Pour les anglo-saxons, il semblait impossible d'arrêter ces envahisseurs qui arrivaient comme l'éclair et disparaissaient avec leur butin. Au fil du temps, les Vikings cessèrent d'être de simples pillards et commencèrent à se sédentariser. Ils fondèrent des villages, cultivèrent des terres et établirent leur propre royaume en Angleterre. La plus célèbre de ces colonies fut le Danelaw, une vaste région de l'Est et du Nord de l'Angleterre dominée par les Danois. Ils y imposèrent leurs lois, leur langue et leur culture.
Des villes comme York, appelées Jorvik par eux, devinrent des centres commerciaux dynamiques où se mêlaient les marchandises scandinaves, anglo-saxonnes et même arabes, acheminées par des routes lointaines. La vie sous la domination viking était très différente. Ils introduisirent de nouvelles techniques de navigation, de nouvelles formes de commerce et même des mots qui survivent en anglais moderne comme sky, egg et knife. Cependant, la coexistence ne fut pas toujours pacifique. Les royaumes saxons du sud, en particulier le Wessex, devinrent le principal bastion de la résistance contre les envahisseurs. Et c'est ici qu'émerge l'une des figures les plus importantes de l'histoire anglaise. Alfred le Grand, roi du Wessex de 871 à 899. Alfred n'était pas seulement un guerrier habile qui organisa la défense contre les Vikings, construisant des fortifications appelées Burs et une petite flotte pour affronter les envahisseurs en mer. C'était aussi un roi sage. Il promouvait l'éducation, traduisait des textes latins en vieil anglais et établissait des lois qui renforçaient le royaume. Grâce à lui, le Wessex devint le noyau d'un futur royaume unifié. Les combats entre Saxons et Vikings durèrent des générations. Il y eut des périodes de paix relatives, scellées par des traités, comme le traité de Wedmore en 868, qui fixa les frontières entre les territoires du Danelaw et des Saxons, mais les tensions ne disparurent jamais. Au Xe siècle, des rois saxons descendants d'Alfred, comme Édouard l'Ancien et Athelstan, parvinrent à reconquérir des territoires et à unifier une grande partie de l'Angleterre sous leur domination. Cependant, la menace viking réapparut sans cesse. Au XIe siècle, les attaques s'intensifièrent sous le règne des rois danois Sven Thorbjørn et de son fils Knut le Grand, qui régnèrent sur l'Angleterre, le Danemark et la Norvège au sein d'un vaste empire nordique. Pendant quelques années, l'Angleterre fut sous domination scandinave, démontrant à quel point les Vikings influencèrent le destin du pays. Mais l'histoire réservait encore un tournant décisif. Après la mort de Knut, les rois saxons reprirent le pouvoir. Le dernier grand roi saxon fut Harold II, qui défendit l'île à un moment critique. Car, tandis que les Anglais luttaient encore contre les vestiges des invasions vikings, un nouveau conquérant approchait d'outre-Manche, celui qui allait changer l'Angleterre à jamais, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Ainsi, le chapitre des invasions vikings laissa une trace indélébile, sang et destruction, mais aussi idées nouvelles, villes prospères et un héritage culturel qui perdure encore dans la langue et les coutumes. Alors que cette époque touchait à sa fin, l'île se préparait à un autre tournant de son histoire, la conquête normande de 1066. Attendez une minute. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Faites-le tout de suite et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire, à rejoindre notre communauté et ensemble, nous pourrons garder vivante la mémoire de notre peuple. 5. La conquête normande de 1066 et la naissance de l'Angleterre médiévale. L'année 1066 est sans aucun doute l'une des plus mémorables de l'histoire anglaise. Une année charnière où tout changea, les lois, la langue, la noblesse, l'architecture et même la manière de gouverner. Ce fut l'année de la conquête normande, une invasion qui transforma le destin des îles britanniques. Imaginez la situation. Le roi Édouard le Confesseur, dernier monarque de la dynastie saxonne, mourut en janvier 1066 sans laisser d'héritier direct. Sa mort créa un vide de pouvoir et une vive dispute pour la couronne d'Angleterre. 3 hommes prétendirent au trône. Harold Godwinson, un puissant noble saxon et beau-frère d'Édouard, qui fut élu par le Witena-Gemot, l'assemblée des nobles anglo-saxons. Harold Hardrada, roi de Norvège, descendant des Vikings, qui revendiquait des droits sur le trône. Guillaume, duc de Normandie, un homme fort du nord de la France, qui prétendait qu'Édouard lui avait promis la couronne et que même Harold Godwinson avait juré de le soutenir. Le premier défi vint du nord. Harold Godwinson dut marcher rapidement,
pour affronter les Norvégiens menés par Harold Hardrada, qui débarquèrent avec une puissante armée. À la bataille de Stamford Bridge, en septembre 1066, les Saxons remportèrent une victoire écrasante. Le roi norvégien fut tué et son armée anéantie. Harold semblait s'être assuré le trône. Mais le véritable test restait à venir. Quelques jours seulement après sa victoire, Harold reçut des nouvelles alarmantes. Guillaume de Normandie avait débarqué dans le sud de l'Angleterre, à Pevensey, avec une armée disciplinée et bien équipée, accompagnée d'une cavalerie lourde, une arme inconnue des Saxons. Harold, épuisé et sans laisser à ses hommes le temps de se reposer, marcha immédiatement vers le sud pour arrêter les envahisseurs. Le 14 octobre 1066, sur une colline près de la ville de Hastings, se déroula l'une des batailles les plus décisives de l'histoire, la bataille d'Hastings. Les Saxons, commandés par Harold, formèrent un mur de boucliers, un rempart humain presque impénétrable. Pendant des heures, ils résistèrent à l'assaut normand. Mais Guillaume, rusé, feignit une retraite, et lorsque les Saxons rompirent les rangs pour les poursuivre, la cavalerie normande fonça en avant. Ce fut le coup de grâce. Harold mourut au combat. La légende raconte qu'une flèche lui transperça l'œil et avec lui tomba le dernier grand roi saxon. Guillaume, désormais connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, marcha sur Londres. Il y fut couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 en l'abbaye de Westminster. Ce jour-là naquit un nouvel ordre, l'Angleterre normande. La conquête ne fut pas seulement un changement de roi, ce fut une transformation radicale de la société. Les Normands apportèrent avec eux le système féodal, où les terres appartenaient au roi et étaient données aux nobles en échange de leur loyauté et de leur service militaire. Les anciens seigneurs saxons furent remplacés par des nobles normands. Cela créa du ressentiment, mais consolida aussi le pouvoir central du monarque. Guillaume ordonna également un recensement détaillé de toutes les terres, richesses et ressources du royaume, connu sous le nom de Domesday Book, 1086. Ce document exhaustif, véritable radiographie de l'Angleterre, permettait au roi de contrôler précisément la fiscalité et l'administration. Sur le plan culturel, le changement fut considérable. Le français normand devint la langue de la cour, de la noblesse et de la justice, tandis que l'anglais saxon fut relégué au peuple. Au fil du temps, les deux langues se mêlèrent, donnant naissance au moyen anglais, ancêtre direct de l'anglais moderne. De nombreux mots modernes comme court, justice et castle datent de cette période. Les Normands ont également transformé le paysage. Ils ont fortifié le royaume en construisant des châteaux de pierre encore visibles aujourd'hui, comme la Tour de Londres, symbole du pouvoir royal. Ces châteaux n'étaient pas seulement des défenses militaires, mais aussi un moyen d'imposer respect et contrôle aux populations conquises. Cependant, la conquête ne se fit pas sans résistance. Dans le nord de l'Angleterre, les Saxons se soulevèrent à plusieurs reprises contre les Normands. Guillaume réagit avec acharnement lors de campagnes connues sous le nom de Harrying of the North, qui dévastèrent des villages entiers et semèrent la terreur, consolidant ainsi son pouvoir par la force. Ainsi, la conquête normande de 1066 ne fut pas seulement une victoire, ce fut un changement profond qui redéfinit l'Angleterre. L'île cessa d'être un royaume anglo-saxon isolé et s'intégra à un réseau européen plus vaste, relié à la Normandie et au continent. C'était le début de l'Angleterre médiévale, un royaume féodal, normand dans son élite, mais anglo-saxon dans son peuple, qui allait progressivement se forger une nouvelle identité. Et au cours des siècles suivants, ce mélange culturel allait donner naissance à une nation plus forte et plus complexe, appelée à jouer un rôle central dans l'histoire européenne. 6. L'essor de la monarchie et du féodalisme anglais, 11e-13e siècle. Après la conquête normande de 1066, l'Angleterre entra dans une période de profonde transformation. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement de roi, c'était la naissance d'un nouvel ordre politique et social qui allait dicter l'avenir du pays pendant des siècles. Cet ordre, appelé féodalisme,
consolida la monarchie anglaise, qui devint l'une des plus puissantes d'Europe. Imaginez un instant la scène. Guillaume le Conquérant était devenu roi, mais il n'avait pas pleinement confiance en les Saxons, encore sous le coup de la défaite d'Hastings. Pour s'assurer que personne ne puisse contester son autorité, il confisqua une grande partie des terres des nobles saxons vaincus et les donna à ses fidèles chevaliers normands. Ceux-ci, à leur tour, jurèrent fidélité au roi et lui promirent hommes et ressources en cas de besoin. Ainsi naquit une pyramide de pouvoir où tout était lié au monarque. Le système féodal fonctionnait de manière simple mais rigide. Le roi possédait toutes les terres du royaume. Les nobles et les barons normands, connus sous le nom de seigneurs féodaux, recevaient des terres en échange de leur loyauté et de leur service militaire. Les chevaliers, au service de ces seigneurs, étaient chargés de protéger les terres et de maintenir l'ordre. Les paysans ou serfs, à la base de la pyramide, travaillaient la terre et donnaient une partie de leur production en échange d'une protection. Ce système apportait stabilité, mais aussi inégalité. Les serfs vivaient dans des conditions difficiles. Ils cultivaient la terre, payaient des impôts et étaient rarement autorisés à quitter leur village natal. Leur vie était liée à la terre du seigneur féodal. De plus, les châteaux que les Normands construisirent à travers le pays, beaucoup en pierre et si solides que certains existent encore, comme la Tour de Londres, symbolisaient non seulement la puissance militaire, mais aussi l'autorité incontestée du nouveau régime. Mais le féodalisme anglais présentait une particularité. Très tôt, le roi chercha à centraliser son pouvoir. Guillaume ordonna la compilation d'un registre exhaustif de toutes les terres, du bétail et des richesses du royaume, le célèbre Domesday Book, 1086. Ce recensement monumental lui permit de contrôler les impôts et de s'assurer que rien n'échappait à son autorité. En bref, c'était un roi qui voulait tout savoir et tout contrôler. Après Guillaume, ses successeurs furent confrontés à la fois à des défis et à des opportunités. Henri Ier renforça l'administration royale en créant l'école de la chancellerie, embryon de la bureaucratie moderne. Henri II, dès le XIIe siècle, franchit une étape décisive en organisant un système judiciaire plus uniforme pour l'ensemble du royaume. Sous son règne naquit ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Common Law, un système juridique fondé sur la jurisprudence et la jurisprudence qui devint l'un des plus grands héritages de l'Angleterre au monde. Cependant, tout n'était pas rose. Les ambitions des rois se heurtaient souvent à celles des nobles. Ce conflit atteignit son paroxysme avec Jean Santerre, 1199-216, frère de Richard Cœur de Lion. Jean perdit de vastes territoires en France et, pour financer ses guerres, il taxa nobles et paysans. Son régime autoritaire attisa la fureur des barons, qui le forcèrent en 1215 à signer l'un des documents les plus importants de l'histoire, la Magna Carta. La Magna Carta était bien plus qu'un simple bout de papier. Elle établissait que le roi n'était pas au-dessus des lois, qu'il devait consulter la noblesse avant d'imposer certains impôts et qu'il devait garantir certains droits fondamentaux. Elle marquait le début d'une idée révolutionnaire pour l'époque, limiter le pouvoir absolu du monarque. Bien qu'à l'époque, il s'agisse d'un accord entre le roi et la noblesse, elle allait devenir au fil du temps un symbole universel de liberté et de justice. Ainsi, entre le XIe et le XIIIe siècle, l'Angleterre passa d'un royaume conquis à un royaume doté d'une monarchie forte, d'un système féodal bien structuré et des prémices d'un état de droit. Châteaux, chevaliers, serfs travaillant aux champs, rois puissants et nobles rebelles, tout constituait un paysage que nous reconnaissons aujourd'hui comme l'essence même du Moyen-Âge anglais. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ce qui a commencé comme un système féodal de contrôle absolu allait, au fil du temps, devenir le point de départ de l'un des systèmes parlementaires les plus anciens et les plus robustes du monde. C'était le développement de l'identité anglaise et les tensions avec la France, XIIIe-XIVe siècle. Après la signature de la Magna Carta en 1215, l'Angleterre franchit une étape historique
vers la limitation du pouvoir royal. Cependant, ce ne fut pas une période paisible. Les XIIIe et XIVe siècles furent marqués par des conflits internes, des guerres avec la France, et parallèlement par l'émergence d'un sentiment national qui commença à façonner ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'identité anglaise. Imaginez le décor. D'imposants châteaux perchés sur des collines, des chevaliers aux armures étincelantes, des villages paysans produisant de quoi survivre, et parallèlement, un peuple qui commençait peu à peu à se sentir partie prenante d'un ensemble plus vaste que le simple fief de son seigneur. Cette transition fut cruciale pour l'histoire de l'Angleterre. Après la Magna Carta, les rois tentèrent de reprendre le pouvoir. Henri III régna pendant une grande partie du XIIIe siècle, mais son insistance à imposer des impôts et son favoritisme envers les conseillers étrangers provoquèrent des rébellions. C'est dans ce contexte qu'émergea la figure de Simon de Montfort, un noble qui convoqua en 1265 un parlement composé de représentants non seulement de la noblesse et du clergé, mais aussi des villes. Cette réunion est considérée comme l'une des premières étapes vers le parlement moderne, où le peuple, quoique de manière limitée, commença à avoir voix au chapitre dans les décisions du royaume. Mais l'Angleterre n'était pas seule sur la scène. Sa grande rivale était la France, et le conflit entre les deux royaumes s'intensifia au cours de ces siècles. Tout commença avec les possessions territoriales que les rois anglais détenaient encore sur le sol français, héritage de l'époque normande. La France souhaitait les récupérer, tandis que l'Angleterre refusait de les perdre. Ce conflit d'intérêts conduisit à une série de guerres intermittentes qui, en 1337, culminèrent avec la célèbre guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans fut bien plus qu'un conflit entre deux couronnes. Ce fut une confrontation prolongée qui marqua profondément les deux peuples. L'Angleterre, sous le règne d'Édouard III, revendiquait le trône de France sur la base de liens dynastiques, tandis que les Français défendaient la légitimité de leur propre dynastie. Pendant des décennies, les batailles se poursuivirent. Crécy, 346, Poitiers, 356, et plus tard, la célèbre Azincourt, 415, où les archers anglais démontrèrent l'efficacité de leurs arcs longs face à la cavalerie lourde française. Ces conflits n'étaient pas seulement des guerres entre rois et nobles, mais impliquaient aussi le peuple qui en subissait les conséquences. Augmentation des impôts, pillage et dévastation des campagnes. Parallèlement, cependant, ces guerres renforçaient le sentiment d'identité nationale. Les Anglais ne se considéraient plus simplement comme les sujets d'un seigneur féodal, mais comme faisant partie d'un royaume devant se défendre contre un ennemi commun. Au milieu de tout cela, un autre événement bouleversa la vie sur le continent. La peste noire, 1347-1351. L'épidémie atteignit l'Angleterre par les ports et se propagea avec une rapidité terrifiante. On estime qu'entre un tiers et la moitié de la population anglaise périt. Des villages entiers furent désertés, les champs laissés en friche et la peur régnait. La peste ne se contenta pas de semer la souffrance et la mort. Elle transforma aussi la société. Avec moins de main-d'œuvre disponible, les paysans commencèrent à exiger de meilleures conditions de vie et de meilleurs salaires, affaiblissant ainsi la rigidité du système féodal. Dans ce contexte de guerre et de peste, l'identité anglaise commença à se consolider. La langue joua un rôle essentiel. Jusque-là, les élites parlèrent français, mais peu à peu, le moyen anglais s'imposa comme langue commune. Des œuvres littéraires telles que les Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, fin du XIVe siècle, reflétaient une société plus diversifiée, où les voix des paysans, des moines, des marchands et des nobles partageaient la même langue. Ainsi, entre guerres avec la France, crises internes et tragédies comme la peste, l'Angleterre se transforma. Ce qui semblait être une période sombre était en réalité une période où naquit quelque chose de nouveau. Un sentiment d'appartenance commune, une culture plus unie et la conscience d'être un peuple distinct du reste de l'Europe. Et ce sentiment national, forgé dans la douleur et la lutte, serait fondamental pour les siècles à venir, en particulier dans la consolidation du pouvoir de la monarchie Tudor, qui changerait à jamais l'histoire du Royaume-Uni. 8.
La guerre de 100 ans et ses effets sur l'Angleterre, 14e-15e siècle. Lorsqu'on évoque la guerre de 100 ans, beaucoup imaginent une seule et longue guerre. Mais en réalité, il s'agissait d'une série de conflits intermittents, de batailles, de trêves et de nouvelles offensives qui s'étendirent de 1337 à 1453. Ces 116 années de combat marquèrent profondément l'histoire de l'Angleterre et de la France et contribuèrent à façonner l'identité anglaise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tout commença par une querelle dynastique. À la mort du roi de France, Charles IV, sans laisser d'héritier mâle, le trône passa aux mains de la dynastie des Valois. Cependant, Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe IV de France par sa mère, revendiquait le trône de France. Les Français refusèrent cette revendication, et ainsi débuta une guerre qui transcenda les ambitions royales. Il s'agissait d'un affrontement pour le pouvoir, le territoire et l'honneur. Au début de la guerre, l'Angleterre remporta des victoires éclatantes. Ces archers, armés du célèbre arc long, révolutionnèrent la façon de faire la guerre en Europe. À la bataille de Crécy, 1346, une armée anglaise bien plus réduite vainquit la cavalerie lourde française. 10 ans plus tard, à la bataille de Poitiers, 1356, elle captura même le roi de France, Jean II. Ces victoires donnèrent à l'Angleterre l'image d'une puissance militaire redoutée, capable de défier la puissante France sur son propre territoire. Mais la guerre ne se déroulait pas seulement sur les champs de bataille. Dans les villages, les villes et les foyers, les gens ordinaires en subissaient les conséquences. Les impôts augmentèrent pour financer les campagnes militaires et le commerce fut perturbé par les pillages et l'instabilité. Comme si cela ne suffisait pas, au cœur de ces guerres, la peste noire, 1347-1351, éclata, ayant déjà commencé à ravager l'Europe et à réduire drastiquement la population anglaise. Elle entraîna de profonds changements sociaux. La pénurie de paysans donna du pouvoir aux travailleurs survivants qui réclamèrent de meilleures conditions de vie et de meilleurs salaires. Durant la seconde phase de la guerre, sous le règne d'Henri V, l'Angleterre connut l'un de ses plus grands moments de gloire. À la bataille d'Azincourt, 1415, une armée anglaise épuisée, aux soldats malades et nettement inférieurs en nombre, vainquit les Français de façon épique. Cette victoire remplit l'Angleterre de fierté et consolida le statut d'Henri V, roi courageux, charismatique et guerrier. Son succès fut tel que par le traité de Troyes, 1420, il fut reconnu comme héritier du trône de France. L'Angleterre semblait alors sur le point de conquérir la couronne de France tout entière. Cependant, l'histoire prit une tournure différente. Après la mort prématurée d'Henri V en 1422, son fils, Henri VI, encore enfant, hérita théoriquement des couronnes d'Angleterre et de France. Mais en pratique, les Français refusèrent d'être gouvernés par un roi étranger mineur. C'est alors qu'émergea une figure légendaire, Jeanne d'Arc, la jeune paysanne qui, inspirée par sa foi, mena les Français à une série de victoires décisives. Son intervention changea le cours de la guerre et restaura la confiance des Français. Au fil du temps, l'Angleterre commença à perdre les territoires qu'elle avait conquis. Finalement, en 1453, avec la chute de Bordeaux, elle perdit la quasi-totalité de ses possessions en France, ne conservant que Calais pour un temps. Ainsi prit fin la guerre de 100 ans, un conflit qui non seulement redéfinit les frontières, mais transforma aussi l'Angleterre de l'intérieur. Les conséquences furent profondes. Sur le plan militaire, il devint évident que l'ère des chevaliers lourdement armés touchait à sa fin, remplacée par de nouvelles formes de combat. Sur le plan politique, le prestige de la monarchie anglaise en pâtit, la défaite finale laissant le pays affaibli et divisé. Sur le plan social, le peuple anglais qui avait enduré impôts, peste et guerre commença à exiger des changements qui ouvriraient la voie à de futurs conflits internes. La guerre de 100 ans fut une époque de gloire et de tragédie, de héros et de défaites, de rêves impériaux qui se soldèrent par des désillusions. Et alors que ce chapitre se refermait, l'Angleterre ne trouva pas la paix.
Elle allait bientôt entrer dans l'une de ses guerres les plus sanglantes et les plus décisives, la guerre des Deux Roses, qui opposerait les familles nobles pour le contrôle du trône. Attendez une seconde, vous êtes déjà abonné à la chaîne? Faites-le maintenant et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire et, ensemble, nous pourrons continuer à partager les connaissances et les souvenirs qui ne doivent jamais être oubliés. 9. Les guerres des Deux Roses et l'essor des Tudors, 15e siècle. À la fin de la guerre de 100 ans en 1453, l'Angleterre avait non seulement perdu la quasi-totalité de ses possessions françaises, mais était également affaiblie, avec un roi instable et une noblesse agitée. Cette instabilité ouvrit la voie à l'un des conflits les plus dramatiques de l'histoire anglaise, la guerre des Deux Roses, un conflit interne qui secoua le royaume pendant plus de 3 décennies. Le nom de cette guerre provient des emblèmes de 2 maisons nobles en lice pour le trône. La maison de Lancastre, dont le symbole était une rose rouge, et la maison d'York, identifiée par une rose blanche. Toutes deux descendaient de la famille royale des Plantagenets, mais chacune revendiquait une prétention plus légitime au trône. Et dans un pays las des défaites, des crises économiques et d'un roi faible comme Henri VI, la lutte pour le pouvoir devint une tempête inévitable. Henri VI, de la maison de Lancastre, souffrait de crises d'instabilité mentale qui le rendaient inapte à gouverner. Durant ces périodes, la reine Marguerite d'Anjou tenta de maintenir le contrôle au nom de son mari, mais son impopularité et l'ambition de la maison d'York enflammèrent le conflit. En 1455, la première bataille de Saint-Alban marqua le début officiel de la guerre. Les décennies suivantes furent pleines de rebondissements inattendus. L'Angleterre devint un échiquier sanglant, châteaux assiégés, nobles changeant de camp selon les circonstances, batailles décisives pouvant changer le cours de la monarchie du jour au lendemain. La bataille de Towton, 1461, fut l'une des plus sanglantes jamais livrées sur le sol anglais, faisant des milliers de morts en une seule journée. Après cette victoire, le chef yorkiste Édouard IV fut proclamé roi, évinçant Henri VI et les Lancastriens. Cependant, la guerre était loin d'être terminée. Henri VI fut emprisonné, libéré, puis de nouveau emprisonné. Édouard IV dut faire face à des rébellions, des trahisons et même à la perte temporaire du trône. Dans ce paysage tumultueux émergea une figure légendaire, Richard III, frère d'Édouard IV, qui prit le pouvoir en 1483 après la mystérieuse disparition de ses neveux, les jeunes princes Édouard et Richard, de la Tour de Londres. Aujourd'hui encore, la responsabilité de Richard III dans leur disparition fait débat, mais l'ombre de ce crime planait sur son règne. Le mécontentement envers Richard III fit surgir un nouveau prétendant, Henri Tudor, lointain descendant de la maison de Lancastre. Fort du soutien de nobles mécontents et de la France, Henri débarqua en Angleterre et affronta Richard III à la bataille de Bosworth Field, 1485. Le destin du royaume bascula alors à jamais. Richard III mourut au combat et Henri Tudor fut proclamé Henri VII, premier monarque de la puissante dynastie Tudor. Pour sceller la paix et mettre fin à des décennies de guerre, Henri VII épousa Élisabeth d'York, unissant les emblèmes des 2 maisons en un seul symbole, la rose Tudor, qui associait le blanc d'York au rouge de Lancaster. Ce geste n'était pas seulement un mariage, mais un message politique puissant, la réconciliation de 2 familles rivales et le début d'une ère nouvelle. La guerre des Deux Roses laissa de profondes cicatrices. Une grande partie de la noblesse anglaise périt dans le conflit, affaiblissant son pouvoir et permettant au roi Tudor de régner avec une autorité accrue. Le peuple, las de tant d'années de violence, vit dans les Tudors un espoir de stabilité et de prospérité. Avec Henri VII, une nouvelle ère s'ouvrit, où l'Angleterre, encore meurtrie par ses blessures internes, se préparait à devenir une puissance moderne. Et ce fut son fils, Henri VIII, qui allait ouvrir au royaume un nouveau chapitre, marqué par des changements radicaux sur les plans politiques, religieux et culturels. À 10, le règne d'Henri VIII
et la rupture avec Rome, XVIe siècle. À la mort d'Henri VII en 1509, il laissa à son fils Henri VIII un royaume relativement stable et financièrement sain grâce à la prudence économique de son père. Cependant, la suite ne fut pas des plus paisibles. Le règne d'Henri VIII transforma non seulement l'Angleterre, mais rompit aussi définitivement avec l'Église romaine et ouvrit la voie à une nouvelle ère de l'histoire européenne. À ses débuts, Henri VIII était un roi jeune, charismatique et énergique. Grand, fort et passionné de sport, il acquit rapidement la réputation d'un monarque de la Renaissance. Il aimait la musique, écrivait de la poésie, maîtrisait le latin et appréciait les festivités de la cour. Il se présentait également comme un catholique fervent, à tel point qu'en 1521, il écrivit un texte contre les idées de Martin Luther, et le pape Léon X lui décerna le titre de « défenseur de la foi ». Rien ne semblait pouvoir briser les liens entre l'Angleterre et l'Église catholique. Mais la vie du roi changea radicalement à cause d'une affaire très personnelle, son mariage. Henri avait épousé Catherine d'Aragon, fille des rois catholiques d'Espagne, dans l'espoir de conclure une alliance puissante. Catherine resta son épouse pendant plus de 20 ans et lui donna une fille, Marie, mais jamais d'héritier mâle pour garantir la continuité de la dynastie Tudor. Au fil du temps, le roi commença à être obsédé par l'idée d'avoir un fils pour assurer la stabilité du royaume. C'est alors qu'Anne Boleyn fit son apparition, une jeune dame d'honneur intelligente et ambitieuse qui gagna le cœur du monarque. Henri VIII décida de l'épouser, mais pour cela, il dut annuler son mariage avec Catherine. Ainsi débuta le conflit avec Rome. Le pape Clément VII, sous la pression du puissant empereur Charles Quint, neveu de Catherine, refusa d'accorder l'annulation. Henri, habitué à imposer sa volonté, refusa d'accepter un « non » comme réponse. Après des années de disputes, il prit une décision radicale, rompre avec l'Église romaine. Avec le soutien de ses conseillers, dont Thomas Cranmer et Thomas Cromwell, il fit adopter des lois se proclamant chef suprême de l'Église d'Angleterre. Le roi s'autorisa ainsi à annuler son mariage et à épouser Anne Boleyn en 1533. La rupture avec Rome eut de profondes conséquences. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de mariage, mais d'un profond changement religieux et politique. Les monastères furent dissous, leurs richesses confisquées par la couronne, et l'autorité papale fut remplacée par celle du roi. Henri VIII gouverna alors non seulement politiquement, mais aussi spirituellement, transformant ainsi radicalement l'identité de l'Angleterre. Le règne d'Henri VIII fut marqué par 6 mariages, toujours soucieux de consolider sa dynastie. Avec Anne Boleyn, il eut sa célèbre fille, Élisabeth, mais pas de fils, ce qui entraîna la perte de la faveur royale d'Anne et son exécution en 1536. Plus tard, sa 3e épouse, Jeanne Seymour, lui donna enfin le fils qu'il désirait tant, Édouard VI, bien qu'elle mourût peu après l'accouchement. Au-delà de ces mariages tumultueux et des exécutions qui ont rempli la cour de peur, Henri VIII a laissé un héritage énorme. Il a consolidé la monarchie Tudor comme l'une des plus puissantes d'Europe, a enrichi la couronne avec des biens de l'Église et a donné naissance à une Église d'Angleterre indépendante de Rome. Mais le prix à payer fut élevé. La société anglaise était divisée. Beaucoup acceptèrent les changements, tandis que d'autres restèrent fidèles au catholicisme et subirent des persécutions. Le royaume devint un foyer de tensions religieuses qui, dans les décennies suivantes, allaient engendrer des guerres, des rébellions et de profonds conflits. À sa mort en 1547, Henri VIII laissa derrière lui un pays politiquement plus fort, mais spirituellement divisé. Ses enfants, Édouard VI, Marie Prüm et Élisabeth Prüm, hériteraient non seulement du trône, mais aussi des dilemmes religieux et politiques qu'il avait créés. C'est Élisabeth Prüm en particulier qui transformerait ces divisions en une nouvelle ère de splendeur pour l'Angleterre. 11. La reine Élisabeth Prüm et l'âge d'or de l'Angleterre, 16e-17e siècle. À la mort d'Henri VIII en 1547, il laissa derrière lui un royaume politiquement plus puissant, mais profondément divisé religieusement. Ses enfants héritèrent non seulement de la couronne,
mais aussi du chaos d'une nation qui ne savait toujours pas si elle serait catholique, protestante ou quelque chose entre les deux. D'abord régna son fils, Édouard VI, mort très jeune, puis Marie-Hire, fille de Catherine d'Aragon, qui tenta de restaurer le catholicisme dans le sang, gagnant le surnom de Marie la Sanglante pour sa persécution des protestants. Mais la véritable transformation viendrait de sa demi-sœur, Élisabeth Hire, fille d'Anne Boleyn, qui monta sur le trône en 1558. Dès ses débuts, Élisabeth devint une figure unique. À peine âgée de 25 ans lors de son couronnement, elle fit preuve d'une intelligence, d'une ruse et d'un charisme hors du commun. Instruite, elle parlait plusieurs langues, aimait la musique et le théâtre, et possédait un talent politique exceptionnel. Elle choisit de ne jamais se marier, ce qui lui donna l'indépendance nécessaire pour gouverner sans partager le pouvoir avec un homme. C'est pourquoi elle fut surnommée la Reine Vierge, bien qu'en réalité, cette décision fut avant tout une stratégie politique visant à conserver le contrôle absolu de son royaume. L'un des premiers défis d'Élisabeth fut de résoudre le problème religieux. Ni le catholicisme extrême de sa sœur Marie, ni le protestantisme rigide de son demi-frère Édouard n'avaient réussi à unifier le pays. Élisabeth opta pour une voie médiane, l'anglicanisme. Avec l'acte de suprématie de 1559, elle rétablit l'Église d'Angleterre avec le monarque comme chef suprême, tout en autorisant certaines pratiques rappelant le catholicisme. Ce fut un coup de maître. Elle maintint le protestantisme comme fondement, sans toutefois rompre complètement avec les traditions encore chères au peuple. Cependant, cette politique l'a mis dans le collimateur de puissants ennemis. Le pape l'excommunia en 1570, la déclarant non légitime reine d'Angleterre. Dès lors, Élisabeth devint le symbole du protestantisme face au catholicisme européen. Son plus grand rival était Philippe II d'Espagne, qui avait également été l'époux de sa sœur Marie-Hire. Philippe, fervent catholique, voyait en Élisabeth une usurpatrice et en l'Angleterre une menace pour son hégémonie. Les tensions atteignirent leur paroxysme en 1588, lorsque l'Espagne envoya l'Armada espagnole, une flotte gigantesque de plus de 120 navires, avec pour mission d'envahir l'Angleterre et de renverser Élisabeth. Mais l'histoire prit une tournure inattendue. Les Anglais, avec des navires plus petits et plus manœuvrables, menés par des personnages comme Francis Drake et aidés par les tempêtes qui s'abattirent sur la Manche, vainquirent la puissante armada espagnole. Ce triomphe épique sauva non seulement l'Angleterre, mais marqua aussi le début du déclin de la puissance maritime espagnole et de l'essor de l'Angleterre comme puissance navale. Le règne d'Élisabeth ne se résumait pas à la guerre et à la diplomatie. Ce fut aussi une époque de splendeur culturelle, connue sous le nom d'âge d'or élisabétain. Sous sa protection, les arts prospérèrent, notamment le théâtre. C'était l'époque de William Shakespeare, Christopher Marlowe et Ben Jonson, dont les œuvres perdurent encore aujourd'hui. Le public se pressait au Globe Theatre de Londres pour assister à des tragédies et des comédies qui exploraient la condition humaine avec une profondeur inédite. Au même moment, l'Angleterre se lançait dans des aventures maritimes et des explorations mondiales. Des navigateurs comme Walter Raleigh et Francis Drake non seulement combattirent les Espagnols, mais explorèrent aussi de nouvelles routes, établirent des contacts avec l'Amérique et posèrent les premiers jalons de ce qui allait devenir l'Empire britannique. Bien que ces expéditions fussent encore isolées et accumulèrent de nombreux échecs, elles marquèrent le début de l'ambition de l'Angleterre de s'étendre au-delà de ces îles. La cour d'Élisabeth offrait également un cadre fascinant. La reine s'entourait de conseillers loyaux et brillants tels que William Cecil et Francis Walsingham, qui mirent au point un réseau d'espionnage permettant de tenir à distance les conspirations internes et externes. Les tentatives d'assassinat ou de remplacement par sa cousine catholique, Mary Stuart, reine d'Écosse, ne manquèrent pas. Marie fut emprisonnée pendant près de 20 ans, jusqu'à ce qu'Élisabeth, poussée par de multiples complots, signe son exécution en 1587. Cela accentua encore son inimitié envers Philippe II d'Espagne.
À la mort d'Élisabeth en 1603, après 45 ans de règne, l'Angleterre avait complètement changé. Ce n'était plus une nation divisée et faible, mais un royaume uni sous une identité protestante, doté d'une puissance navale croissante, d'un épanouissement culturel sans précédent et du prestige d'avoir vaincu la plus grande puissance de son temps. Sa mort marqua la fin de la dynastie Tudor, car elle ne laissa pas d'héritier. Le trône passa ensuite à Jacques VI d'Écosse, qui devint Jacques Ier d'Angleterre, inaugurant ainsi la dynastie Stuart. Mais l'héritage d'Élisabeth fut immense. Elle laissa à l'Angleterre le potentiel de devenir l'une des grandes puissances mondiales des siècles à venir. 12. La dynastie Stuart, les guerres civiles et la Révolution anglaise, XVIIe siècle. À la mort d'Élisabeth I en 1603, sans laisser d'enfant, la glorieuse dynastie Tudor prit fin. Le trône passa à son plus proche parent, Jacques VI d'Écosse, qui devint Jacques Ier d'Angleterre, inaugurant ainsi la dynastie Stuart. Pour la première fois, l'Angleterre et l'Écosse furent réunis sous un même monarque, tout en restant des royaumes politiquement et juridiquement distincts. Jacques Ier était un homme cultivé, passionné de littérature et de théologie, mais aussi convaincu que les rois gouvernaient de droit divin. Il croyait que l'autorité du monarque venait directement de Dieu et devait donc être au-dessus de tout contrôle. Cette vision le mit bientôt en désaccord avec le Parlement, qui exigeait de plus en plus de pouvoirs accrus pour contrôler la fiscalité et limiter l'autorité royale. Sous son règne, l'un des plus grands héritages culturels de l'Angleterre fut produit, la Bible du roi Jacques, publiée en 1611, une traduction anglaise qui devint un ouvrage fondamental de la langue anglaise et de la tradition protestante. Mais des tensions religieuses surgirent également. Les puritains, protestants radicaux qui souhaitaient purifier l'Église d'Angleterre de tout vestige catholique, s'opposèrent à l'autorité royale. Nombre d'entre eux, las des persécutions, émigrèrent en Amérique du Nord à bord du célèbre Mayflower en 1620, fondant la colonie de Plymouth. Après la mort de Jacques Ier en 1625, son fils Charles Ier hérita du trône. Avec lui, les tensions atteignirent leur paroxysme. Charles partageait la même conviction que le roi était au-dessus de tout, mais il épousa également une princesse catholique française, suscitant la suspicion dans un royaume majoritairement protestant. Son style autoritaire, son imposition sans l'accord du Parlement et sa tentative de gouverner sans Parlement pendant 11 ans le rendirent profondément impopulaire. Le conflit éclata en 1642, connu sous le nom de guerre civile anglaise. Le pays était divisé entre les royalistes ou cavaliers, partisans du roi, et les parlementaires ou têtes rondes, menés par des personnalités comme Oliver Cromwell, qui défendait l'autorité du Parlement et une vision plus puritaine de la religion. Les combats furent intenses. À Edge Hill, à Marston Moor, à Naseby, l'Angleterre devint un champ de bataille. Le peuple était divisé. Des familles entières soutenaient des camps opposés et la violence atteignit des niveaux jamais vus dans le royaume. Peu à peu, les parlementaires prirent le dessus grâce à la discipline de la nouvelle armée modèle créée par Cromwell. Finalement, en 1649, l'impensable se produisit. Le roi Charles Ier fut capturé, jugé pour trahison et exécuté publiquement à Londres. Ce fut un événement sans précédent. Pour la première fois, un monarque anglais fut décapité sur ordre de son propre peuple. Les échos de ce moment résonnèrent dans toute l'Europe, choquant et terrifiant les monarques qui virent comment l'Angleterre osait défier le caractère sacré du pouvoir royal. Après la mort du roi, l'Angleterre cessa d'être une monarchie pour devenir une république, appelée Commonwealth d'Angleterre. Oliver Cromwell prit le pouvoir en tant que Lord Protecteur, gouvernant d'une main de fer. Bien qu'il se soit élevé au nom de la liberté, son régime finit par devenir autoritaire. Il dissout le Parlement lorsqu'il lui désobéit, impose des règles morales strictes et entraîne l'Angleterre dans des guerres contre l'Irlande, l'Écosse et les Pays-Bas. À la mort de Cromwell en 1658, l'expérience républicaine commença à s'effondrer. Son fils Richard perdit la même autorité,
et le pays sombra dans le chaos. En 1660, las de la République et des conflits, les Anglais réclamèrent un retour à la monarchie, ce qui fut connu sous le nom de Restauration. Le fils de Charles Ier revint sur le trône sous le nom de Charles II, avec un accord implicite. Le roi retrouverait la couronne, mais il ne pourrait plus exercer un pouvoir absolu. La dynastie Stuart perdura, mais les troubles n'étaient pas terminés. Le souvenir de la guerre civile, l'ombre de Cromwell et le nouvel équilibre entre le Parlement et la monarchie avaient transformé l'Angleterre à jamais. Ce ne serait plus jamais un royaume où le roi pourrait régner sans limite. Ce chapitre marqua un tournant. L'Angleterre cessa d'être une monarchie absolue comme la France ou l'Espagne et s'orienta vers un modèle différent, où le pouvoir serait partagé avec les représentants du peuple. Une révolution qui, bien que née dans le sang, allait être le germe de la future démocratie parlementaire britannique. Attends un peu, mon ami. As-tu déjà partagé cette vidéo? Fais-le maintenant et aide plus de gens à découvrir cette histoire. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Par ce simple geste, vous soutiendrez ce projet et perpétuerez la mémoire de notre histoire. 13. La Restauration, la glorieuse Révolution et la naissance de la monarchie parlementaire, 17e-18e siècle. Après des années de guerre civile, d'exécution et d'une expérience républicaine sous Oliver Cromwell, l'Angleterre aspirait à un retour à la stabilité. En 1660, la nation décida de restaurer la monarchie et Charles II, fils du roi Charles Ier exécuté, monta sur le trône. Ce fut un retour chargé de symboles. Les cloches sonnèrent, les gens célébrèrent dans les rues, et le calme semblait enfin revenu. Cependant, la Restauration ne fut pas un simple retour en arrière. Charles II, bien que monarque, dut accepter que le Parlement avait acquis un pouvoir considérable après la guerre civile. Jamais plus un roi ne pourrait gouverner en souverain absolu et sans limite. De plus, la société anglaise était marquée par de profondes divisions religieuses et politiques qui ne disparaîtraient pas facilement. Le règne de Charles II fut riche en contrastes. D'un côté, c'était une époque de culture et de splendeur. Le théâtre connut un renouveau avec des figures comme William Wycherley et Aphra Rahben, premières dramaturges professionnelles. Londres regorgeait de cafés où intellectuels et marchands débattaient de politique et d'économie. Et des institutions scientifiques comme la Royal Society se développèrent, où des hommes comme Isaac Newton allaient commencer à changer notre compréhension du monde. Mais il y eut aussi des tragédies. En 1665, la Grande Peste de Londres tua près de 100 000 personnes et un an plus tard, en 1666, la ville brûla lors du grand incendie de Londres, détruisant des milliers de maisons, d'églises et de commerces. Pourtant, de ces cendres naquit une nouvelle capitale, plus moderne, dont la magnifique cathédrale Saint-Paul, conçue par Christopher Wren, symbolisait la Renaissance. En politique, Charles II s'efforça de gouverner avec pragmatisme, mais les tensions religieuses pesaient lourdement. Bien qu'officiellement anglican, il sympathisait avec le catholicisme, ce qui suscita la méfiance dans une nation majoritairement protestante. Son successeur, Jacques II, ne fit pas preuve d'une telle prudence. Ouvertement catholique, il tenta d'accorder davantage de droits aux catholiques et de gouverner de son propre chef, ce qui suscita l'inquiétude de la classe politique et de l'Église anglicane. La situation éclata en 1688 avec la prétendue glorieuse Révolution. Les dirigeants parlementaires invitèrent Guillaume d'Orange, époux de Marie, fille protestante de Jacques II, à envahir l'Angleterre. Jacques, isolé et sans soutien, s'exila. Le plus remarquable dans cet épisode fut qu'il n'y eut quasiment aucune effusion de sang. Guillaume et Marie montèrent sur le trône dans des conditions très claires. En 1689, ils signèrent la Déclaration des droits, qui limitait le pouvoir de la monarchie et accordait la suprématie au Parlement. Dès lors, aucun roi ni aucune reine d'Angleterre ne pouvait gouverner sans le consentement du Parlement. Ce document ne transforma pas seulement l'Angleterre. Il fut l'un des textes fondamentaux
qui inspirerait plus tard la démocratie moderne en Europe et en Amérique. La monarchie absolue avait disparu en Angleterre. Une monarchie parlementaire était née, où le souverain régnait, mais où les lois et le gouvernement étaient contrôlés par les représentants du peuple. Cet équilibre a changé à jamais l'histoire du Royaume-Uni. Tout au long du XVIIIe siècle, avec des règnes comme celui d'Anne Stuart et plus tard celui des rois hanovriens, Georges Ier et Georges II, ce système s'est consolidé. Les premiers ministres, dirigés par des personnalités comme Robert Walpole, ont commencé à diriger efficacement le gouvernement, tandis que les monarques sont devenus plus cérémoniels. Le Parlement est devenu le véritable centre du pouvoir politique. Parallèlement, l'Angleterre étendait sa présence mondiale. Les colonies d'Amérique, d'Afrique et d'Asie se développaient, le commerce prospérait et Londres consolidait sa position de capitale financière mondiale. Mais les germes de futurs conflits étaient également semés, notamment dans les colonies américaines qui réclameraient un jour leur indépendance. La Restauration et la Glorieuse Révolution marquèrent un tournant. L'Angleterre passa de l'instabilité des guerres civiles à l'avènement d'un système politique alliant tradition monarchique et pouvoir parlementaire. Ce fut la naissance du Royaume-Uni moderne tel que nous le connaissons, un modèle qui allait influencer une grande partie du monde. E14, l'expansion impériale et la perte des colonies américaines, 18e-19e siècle. Après la glorieuse révolution de 1688 et l'instauration d'une monarchie parlementaire, l'Angleterre aborda le XVIIIe siècle sur une base politique plus stable que de nombreuses nations européennes. Et cette stabilité fut la clé d'un phénomène qui allait changer l'histoire du monde, l'expansion de l'Empire britannique. Tout au long du XVIIIe siècle, l'Angleterre, officiellement unie à l'Écosse pour former le Royaume de Grande-Bretagne en 1707, commença à étendre ses possessions sur les 5 continents. En Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie, le drapeau britannique flottait de plus en plus. Le commerce, stimulé par la Compagnie britannique des Indes orientales, fit de Londres le centre financier mondial. Les navires britanniques dominèrent les mers, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des millions d'Africains, réduits en esclavage vers les colonies, dans le cadre d'un système brutal appelé le commerce triangulaire. Mais parmi toutes ces possessions, un territoire allait bientôt occuper le devant de la scène, les 13 colonies d'Amérique du Nord. Situées sur la côte est du continent, ces colonies connurent une croissance rapide grâce à l'agriculture, au commerce et à l'arrivée d'immigrants européens. Cependant, malgré leur prospérité, les colons commencèrent à avoir le sentiment de vivre sous un régime injuste. Ils travaillaient et produisaient, mais n'étaient pas représentés au Parlement de Londres. La situation s'aggrava après la guerre de 7 ans, 1756-1763, conflit mondial opposant la Grande-Bretagne et la France pour la suprématie coloniale. Bien que la Grande-Bretagne en ressorte victorieuse et gagne de vastes territoires, la guerre fut extrêmement coûteuse. Pour récupérer cet argent, Londres décida d'augmenter les impôts sur ses colonies américaines. Des mesures comme le Stamp Act 1765 et le Tea Act 1773 virent le jour, perçus comme des abus intolérables. Les colons réagirent par des manifestations de plus en plus organisées. L'épisode le plus célèbre fut la Boston Tea Party, 1773, lorsqu'un groupe de colons déguisés en Amérindiens jeta à la mer des cargaisons de thé britannique en signe de protestation. Le slogan était clair, « Pas d'impôts sans représentation ». Le conflit devint inévitable. En 1775, la guerre d'indépendance américaine éclata, opposant les troupes britanniques aux colons rebelles. Au début, Londres espérait une victoire rapide, mais se retrouva bientôt prise au piège d'une guerre longue et coûteuse. Le soutien de la France, de l'Espagne et des Pays-Bas aux rebelles fut décisif. En 1781, la défaite britannique à la bataille de Yorktown scelle le sort des colonies. 2 ans plus tard, en 1783, le traité de Paris reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis.
Ce fut un coup dur pour la Grande-Bretagne. Non seulement elle perdit des territoires inestimables, mais elle démontra aussi que sa puissance impériale n'était pas invincible. Cependant, loin de s'effondrer, la Grande-Bretagne réagit avec pragmatisme. Tout en pleurant la perte de ses colonies américaines, elle commença à envisager d'autres horizons, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. C'est durant ces décennies qu'elle consolida sa présence en Inde, étendit ses possessions dans les Caraïbes et posa les bases de ce qui, au XIXe siècle, allait devenir l'Empire britannique, là où le soleil ne se couchait jamais. Le XVIIIe siècle s'est achevé sur une amère leçon. La puissance britannique n'était pas à l'abri de la défaite, mais sa capacité à s'adapter et à réorienter ses forces démontrait qu'elle avait encore beaucoup à gagner. Le Royaume-Uni avait perdu un enfant rebelle, les États-Unis, mais était sur le point de devenir la plus grande puissance mondiale de l'ère moderne. 15. Le XIXe siècle, la révolution industrielle et l'Empire britannique à son apogée. Le XIXe siècle fut sans conteste le siècle de la Grande-Bretagne. Si, au XVIIIe siècle, elle avait perdu ses colonies d'Amérique du Nord, elle sut désormais se réinventer et devenir la puissance la plus puissante de la planète. Comment y parvint-elle? Grâce à deux forces motrices majeures, la révolution industrielle et une expansion impériale sans précédent dans l'histoire. Imaginons un instant à quoi ressemblait la vie avant la révolution industrielle. Les gens travaillaient dans de petits ateliers, au champ ou à la maison, produisant tout à la main, des vêtements aux outils. Mais en Angleterre, vers la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, quelque chose a radicalement changé. Les machines à vapeur ont fait leur apparition, et avec elles, d'immenses usines. Des villes comme Manchester, Birmingham et Liverpool sont devenus des centres industriels remplis de cheminées fumantes et du bruit incessant des machines textiles, des fours à acier et des locomotives. Le chemin de fer, invention révolutionnaire, permit aux marchandises et aux personnes de se déplacer plus rapidement que jamais. Le charbon et le fer devinrent les ressources les plus précieuses et les villes connurent une croissance rapide. Londres se transforma en métropole moderne, éclairée d'abord au gaz, puis à l'électricité et reliée par train et bateaux à vapeur. La révolution industrielle a transformé non seulement l'économie, mais aussi la société. Des millions de paysans ont quitté la campagne pour travailler en usine, confrontés à des conditions de travail difficiles, de longues heures de travail et de bas salaires. Les quartiers ouvriers se sont développés, tout comme la pauvreté urbaine et les luttes sociales. Dans ce contexte, les syndicats et les premiers mouvements ouvriers revendiquant des droits ont émergé, marquant le début d'une nouvelle conscience sociale. Pendant ce temps, la richesse générée par l'industrie permit à la Grande-Bretagne d'étendre sa puissance au-delà de ses frontières. L'Empire britannique connut une croissance sans précédent. Il contrôlait des territoires en Afrique, en Asie, en Océanie et aux Amériques. L'Inde, surnommée le joyau de la couronne, devint le centre stratégique de l'Empire, où des millions de personnes vécurent sous administration britannique. En Afrique, la Grande-Bretagne s'étendit de l'Égypte à l'Afrique du Sud. En Océanie, elle colonisa l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et aux Amériques, bien qu'ayant perdu les États-Unis, elle conserva le Canada et plusieurs îles des Caraïbes. La puissance britannique était telle qu'on disait « Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique », car à toute heure du jour, une colonie sous sa domination était toujours illuminée par le soleil. Londres devint le cœur de l'économie mondiale, le lieu où les prix étaient fixés, les prêts accordés et les décisions affectant des millions de personnes à travers le monde. Sur la scène politique, le XIXe siècle fut également une période de transformation. Le Parlement britannique étendit progressivement le droit de vote, initialement réservé aux propriétaires, et accorda progressivement une place plus importante à la démocratie. Les reines et les rois continuèrent d'exister, mais leur rôle diminua face au pouvoir du Parlement et du Premier ministre. La figure la plus emblématique de cette période fut sans conteste la reine Victoria,
qui régna de 1837 à 1901. Son règne, connu sous le nom d'ère victorienne, symbolisa la rigueur morale, la prospérité économique et la fierté impériale. Mais tout n'était pas rose. La croissance industrielle a également engendré de profondes inégalités. Tandis que les élites profitaient du luxe victorien, des milliers d'ouvriers vivaient dans des conditions misérables, travaillant dès l'enfance dans des usines sombres et dangereuses. De plus, dans les colonies, de nombreuses populations ont subi l'exploitation, le racisme et la perte de leur culture sous l'emprise britannique. Le 19e siècle fut donc une époque de contraste. Modernité et opulence à Londres contre pauvreté et lutte sociale dans les quartiers ouvriers et les colonies lointaines. Chemins de fer et usines qui semblaient annoncer un avenir prometteur, tandis qu'au même moment apparaissaient des tensions qui allaient façonner le cours du XXe siècle. La Grande-Bretagne avait atteint l'apogée de sa puissance. Elle était les ateliers du monde et la puissance la plus influente de la planète. Mais comme à tout sommet, les défis liés au maintien de cette puissance face à l'émergence de nouvelles puissances et aux problèmes internes engendrés par le système industriel lui-même allaient bientôt surgir. L'histoire du Royaume-Uni nous enseigne qu'aucune grandeur ne naît sans sacrifice. Ce peuple a affronté guerre, divisions, pertes et crises, et pourtant, il a su se relever encore et encore, devenant l'une des nations les plus influentes du monde. Peut-être avez-vous aussi vécu cette épreuve dans votre propre vie, des moments d'obscurité, d'incertitude, où tout semblait perdu. Mais tout comme le Royaume-Uni a transformé sa souffrance en force et ses revers en opportunité, vous aussi pouvez vous réinventer et construire votre propre avenir. Car la solution n'est pas d'oublier les blessures, mais d'en tirer les leçons. Le Royaume-Uni l'a fait, et vous pouvez le faire aussi. Nous avons atteint la fin de ce voyage à travers l'histoire. Mais maintenant, je veux vous entendre. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quelle partie vous a le plus surpris ou ce que vous avez appris aujourd'hui? Avec ce simple acte, vous aiderez davantage de personnes à découvrir ce contenu et vous nous aiderez également à continuer à créer. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, car ensemble, nous pouvons faire connaître l'histoire dans de nombreux autres coins du monde.